Mais 1968, c'était toute une histoire. Ça t'intéresse? Ça t'intéresse vraiment? Alors cette vidéo est faite pour toi. Sinon, t'es un élève de terminale. Nous revoilà pour cette dernière vidéo qui va conclure le chapitre numéro 6, toujours sur cette période de 1945 jusqu'à 1975 en France. La dernière donc grande partie, on va se retrouver vers cette dernière sous-partie, donc le grand C, les fragilités de la Ve République. Et donc, vous pouvez noter tout de suite qu'il y a trois facteurs qui viennent terminer, ou plutôt ternir, voilà, hein, qui viennent ternir donc cette image de réussite. Deux points. Le premier point, c'est l'érosion du pouvoir. Et là, je vous laisse regarder donc un passage donc d'une vidéo, l'histoire en citation, donc qui date de 2020, qui revient sur un événement, le 22 août 1962, et l'attentat du Petit Clamart, ce qu'on appelle l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle. Je vous laisse regarder le passage, et ensuite je reviens vers vous. Bien, donc comme vous avez pu le voir cette vidéo, le président de la République, certes, c'est De Gaulle, mais c'est pas pour ça que tout le monde est d'accord avec cette Ve République, et notamment l'image de Gaulle et les choix qu'il a pu faire dès son arrivée au pouvoir. Et donc vous pouvez noter, après avoir mis ce premier tiret qui est l'érosion du pouvoir, vous pouvez noter donc dans cette partie que, considérant l'indépendance de l'Algérie comme une trahison, des militaires dont une tentative plutôt des militaires, mettent en place une tentative de putsch à Alger en 1961, puis commettent des attentats en France. Entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle en rouge l'OAS. Et entre parenthèses en exemple, vous pouvez noter qu'en 1962, le président de Gaulle échappe à l'une d'elles, à l'une de ces tentatives, au Petit Clamart, près de Paris. Fermez la parenthèse. Et donc, durant de longues années, le souvenir de la guerre d'Algérie reste douloureuse et divise les Français. D'ailleurs, pour OAS, vous pouvez noter qu'entre parenthèses que c'est l'organisation de l'armée secrète. C'est un groupe d'activistes opposés à la politique de Gaulle en Algérie et menant des opérations terroristes entre 1961 et 1965. D'ailleurs, et vous pouvez noter en dehors donc de la définition, que la présidentialisation de la Ve République suscite également des oppositions, dont celle d'un personnage qui est très important de cette Ve République, dont celle donc de Mendes France. En 1967, la gauche progresse aux législatives, soutenue par de nombreux Français qui critiquent les inégalités sociales. Il faut bien voir, pour schématiser un peu et simplifier, que De Gaulle, bon, il se dit au-dessus des partis, et quelque part il l'est, mais il est un peu plus proche de la droite. La gauche, c'est un mouvement qui, depuis les origines, hein, depuis la Troisième République, est profondément républicaine et ne veut pas de cette présidentialisation qui donne un côté un peu monarchique hein, à cette Ve République. La gauche n'en veut pas, et donc ce sont des combattants très actifs de ce système-là. Vous avez d'ailleurs son grand représentant qui va être François Mitterrand, qui sera d'ailleurs président de la Ve République, qui ne critiquera pas donc de l'intérieur le système une fois qu'il y sera, mais qui, lorsque dans les années 60, De Gaulle est au pouvoir,
critiquera donc cette 5e République qu'il voit comme quelque chose, comme ce qu'il appelle lui-même, entre guillemets, un coup d'État permanent, c'est-à-dire un contrôle du pouvoir autoritaire par le président. Et justement, ces remises en question, eh bien, l'une d'elles les plus importantes, c'est le deuxième tiré, c'est une crise révélatrice, mai 1968. Et donc pour bien comprendre ce qu'est mai 1968, je vous laisse regarder une vidéo donc, de l'UMNI qui a été faite en 2018 qui explique ce qu'est donc, cette manifestation, cette grande manifestation de mai 68. Et je reviens vers vous. Il sera question d'histoire. Je suis contre la peine de mort. Le 10 mai 1968, vers 21h30, plus de 20 000 étudiants se rassemblent dans le quartier latin à Paris. Un vent de révolte souffle sur la capitale où l'on dresse des barricades. Les forces de l'ordre se pressent autour des manifestants et à 2h15, l'assaut est donné. Les lacrymos fusent, les cocktails Molotov explosent, les pavés volent. C'est la nuit des barricades. Elle marque un tournant décisif dans les événements qui agitent la capitale depuis une semaine. En 1968, cela fait 10 ans que la France est présidée par le général de Gaulle. La croissance économique ralentit, le chômage augmente et la rigidité de la société est contestée par une jeunesse en quête d'émancipation qui écoute du rock'n'roll et a les cheveux longs. Il y a une aspiration extraordinaire au changement. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. La femme qui veut être vraiment libre, elle n'a qu'à pas se marier. À la faculté de Nanterre, nouvelle annexe de la Sorbonne, la révolte gronde. Des groupuscules d'extrême gauche se structurent. Ils dénoncent la société de consommation, réclament la rénovation du modèle universitaire et militent contre la guerre au Vietnam, symbole de l'impérialisme américain. Leur objectif, renverser l'ordre établi. Le 22 mars, l'arrestation d'un étudiant du comité Vietnam national met le feu aux poudres. Ses camarades de Nanterre décident de former un mouvement de contestation. Parmi eux, un jeune militant anarchiste propose d'occuper l'un des bâtiments. Il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. C'est le mouvement du 22 mars. Vendredi 3. Les étudiants de la Sorbonne invitent leurs camarades de Nanterre à tenir un meeting dans la cour de la Sorbonne. De fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Mais très vite, les forces de l'ordre pénètrent dans l'université pour évacuer les étudiants. Les premiers pavés sont lancés. De violents affrontements éclatent, la tension monte d'un cran. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. Près de 400 étudiants sont arrêtés. La semaine suivante, l'agitation se propage dans les villes de province. Le mouvement prend de l'ampleur. Les étudiants sont dans la rue. Le 10 mai, des dizaines de milliers d'étudiants rejoignent les manifestations. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. Paris prend des allures de bastion révolutionnaire. Au petit matin, le quartier latin semble avoir été balayé par une tornade. Et tandis qu'on fait le bilan de la nuit, on se demande ce que réserve la nouvelle journée qui commence. Le 13 mai, les syndicats appellent à la grève et les travailleurs descendent dans la rue. À la fronde étudiante se greffe alors un vaste mouvement social. Des manifestations massives éclatent dans tout le pays. Les ouvriers qui réclament de meilleures conditions de travail et de salaire occupent les usines. En quelques jours, la France est paralysée par le plus important mouvement de grève de son histoire. Près de 10 millions de personnes y participent. Avec une retraite qu'ils vous donnent, vous savez, hein, c'est pas beau. La gravité des événements semble d'abord échapper au général de Gaulle et à son Premier ministre. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Mais le 24 mai, alors que la France est encore dans la rue, le général de Gaulle s'adresse aux Français. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements. Universitaires, puis sociaux. Il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi. De nouvelles violences éclatent. Une nouvelle nuit des barricades commence.
Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou promet des avancées sociales et commence des négociations avec les syndicats. Elles aboutissent aux accords de Grenelle qui proposent notamment une augmentation des salaires, une réduction du temps de travail, la mise en place d'allocations familiales. Mais, jugés insuffisants, ils sont immédiatement rejetés par la rue et les grèves se poursuivent. Le 30 mai, le général de Gaulle préside un conseil des ministres, puis fait connaître sa décision à la radio. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Dans la soirée, une foule de 500 000 personnes se rassemble sur les Champs-Élysées pour lui témoigner son soutien. Inquiets de la violence et de l'agitation dans le pays, ces Français s'en remettent à lui. L'ordre revient. Un an plus tard, pourtant, le général de Gaulle démissionne, n'étant plus soutenu par les Français. Mai 68 aura-t-il eu raison de lui? La vie publique dans ce pays ne sera probablement plus après ce qu'elle était avant. Donc, comme vous avez pu le voir, eh bien, vous pouvez noter que début mai, la contestation se répand chez les étudiants parisiens. Le 13 mai, vous avez une grande manifestation suivie d'un appel à la grève générale qui transforme le mouvement en crise sociale majeure. Et d'ailleurs, vous pouvez noter, entre parenthèses, que 9 millions de personnes y participent. La crise devient d'ailleurs politique, car De Gaulle y met fin en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que cette manifestation qui, au départ, partait des étudiants, va se généraliser, va devenir très importante, à tel point que De Gaulle, pour protéger le pouvoir et son autorité, va partir en Allemagne et laisser gérer donc, cette situation à son Premier ministre Georges Pompidou, pour essayer de calmer le jeu et temporiser un petit peu les tensions qui se trouvent à l'intérieur du pays. Voilà, donc on a des crises qui montrent que la Ve République, bon certes, ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi avec des moments qui limitent un petit peu cette grande autorité qu'essaye de donner De Gaulle au niveau international, mais aussi au niveau national. Et deuxième, justement, troisième élément qu'on va voir ensemble, c'est l'échec d'un renouveau gaulliste. En effet, De Gaulle, encouragé par la victoire des gaullistes aux élections législatives de juin 1968, veut renouer avec la pratique du référendum en 1969. Il faut bien voir, là aussi c'est pas forcément très clair, donc j'essaye de le généraliser, que De Gaulle, certes, on peut le critiquer sur sa représentation du pouvoir, sur le côté un peu monarchique de cette Ve République. Par contre, il y a une chose qu'il met toujours sur la balance, c'est qu'à chaque référendum, c'est véritablement vu pour lui comme une réflexion des Français sur son propre rôle en tant que président. C'est-à-dire que si il n'a pas l'aval du référendum qu'il a mis en place, il l'a dit très clairement, pour lui c'est un départ définitif du pouvoir, donc c'est-à-dire de sa place en tant que président. Et c'est ce qui va arriver en 69. Et donc vous pouvez noter que le président est désavoué en 69 lors du dernier référendum de De Gaulle, et il démissionne. Et donc Georges Pompidou, un gaulliste, lui succède. Son premier ministre, à Georges Pompidou, Jacques Chaban-Delmas, annonce la mise en œuvre d'une politique sociale plus ouverte aux aspirations des Français dans ce qu'on appelle la nouvelle société. Cependant, dès 1972, il est remplacé par Pierre Messmer, qui est un peu moins dans cette vision donc, de nouvelle société. Et donc la France, vous pouvez noter, ça sera la dernière phrase, la France est alors confrontée à un nouveau défi, celui de la crise économique. Bien, donc on va pouvoir conclure. Alors la problématique, si je la reprends, c'était de savoir comment la France tente-t-elle de reconstruire sa puissance après 1945. Eh bien, vous pouvez noter que la France reconstruit donc à partir de 1945 sa puissance sur un nouveau modèle politique, plus autoritaire, notamment avec la Ve République, pour trouver donc de nouveaux enjeux et se mettre au niveau des deux superpuissances, notamment par l'acquisition de nouvelles techniques, comme par exemple la bombe nucléaire. Voilà. Bien. Eh bien, nous sommes au dernier point. Nous avons fini les vidéos en distanciel. Nous prendrons donc un nouveau chapitre et une nouvelle thématique donc après cette semaine de distanciel. On se retrouve donc mardi
pour un tout nouveau chapitre. À bientôt.